Bulletin F1. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Mon nom est Abdoussal, animateur de ce podcast et bienvenue à l'épisode numéro 49. Au menu cette semaine, on revient sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 2020 mettant en vedette Pirelli, Ferrari, Racing Point, Pierre Gasly et Kimi Räikkönen. Alors, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs, c'est un départ. Avant de débuter cet épisode, j'ai un édito d'importance capitale et celui-là, il est très important. Alors, c'est parti. En 1999, le Liban eut l'idée d'organiser un Grand Prix de Formule 1 dans les rues de Beyrouth, la capitale du pays, pour 2003. Le projet était sérieux, au point que Bernie Ecclestone, alors le grand boss de la F1, et le défunt directeur de course, Charlie Whiting, ont visité les lieux et Whiting a été d'accord pour dire « Il n'y a pas de problème, on peut accueillir un Grand Prix là-bas ». Un circuit urbain de 4,1 km fut dessiné, avec la ligne de départ arrivée pas très loin des côtes méditerranéennes. Le promoteur du projet était Solidaire, propriété de l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri, parti après son premier mandat en décembre 1998. Et même le prince Albert de Monaco, en visite à Beyrouth en août 1998, avait même proposé que la principauté aide la capitale libanaise dans l'organisation du Grand Prix qui aurait été le tout premier au Moyen-Orient dans ce temps-là. Le tout était dans un processus de développement d'une partie du centre-ville et de redonner une beauté à Beyrouth qui avait été jadis frappée par une guerre civile dans les années 70 et 80. Malheureusement, le projet fut d'abord mis sur la glace avant d'être abandonné pour de bon. En 2004, Bahreïn est devenu le premier pays du Moyen-Orient à organiser une course de Formule 1. 5 ans plus tard, Abu Dhabi s'est joint à la fête. Ces deux épreuves sont des événements phares, économiquement parlant évidemment, du calendrier de la Formule 1. Quelque chose que le Liban est probablement passé à côté. La raison pour laquelle j'évoque le Liban et Beyrouth, c'est à cause de cette triste et violente explosion survenue dans le port de la capitale libanaise mardi dernier. Les images qui ont fait le tour du monde sont tristement bouleversantes. Malheureusement, aux dernières nouvelles, 135 personnes sont décédées, environ 5000 d'entre elles blessées et 300 000 sont sans abri, selon les chiffres trouvés un peu plus tôt sur le site d'ici Radio-Canada. Mes pensées vont à toute la communauté libanaise, qu'elle soit ici à Montréal ou partout dans le monde. Ce drame s'ajoute à des difficultés énormes que ce pays vit en ce moment. Des corruptions, la guerre en Syrie qui a mené à l'exil des réfugiés et les conflits entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, etc. Ajoutez à cela le report au 18 août du verdict dans le procès de 4 hommes impliqués dans l'assassinat de l'ancien premier ministre et un des hommes derrière le projet de la Formule 1 à Beyrouth, Rafik Hariri, assassiné en 2005. Si vous désirez aider les victimes de cette terrible explosion, vous pouvez faire un don à la Croix-Rouge libanaise au www.supportlrc.app. Je mettrai le lien sur notre site web bulletinf1.com si vous désirez faire le don. D'ailleurs, le Bulletin F1 désire exprimer son soutien à toute la communauté libanaise, peu importe où vous êtes. Alors sur ce, on va
revenir sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 2020 avec Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut Abdou. Oh, un petit délai. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, t'as bien profité de ta fin de semaine? Oui, en plus, on a eu une course, disons, en dents de scie, un peu plate au départ, mais qui s'est terminée de belle façon. Donc, on ne peut pas être mécontent dans ce temps-là. Oui, exactement. Puis, je tiens à préciser aussi que, bon, pour ceux qui me connaissent, on est mercredi, j'enregistre le podcast. Puis, présentement, je suis pas très content parce que je suis un fan des Penguins de Pittsburgh. Ce sont les séries éliminatoires de la Coupe Stanley, puis c'est 1-0 pour le Canadien de Montréal. Donc, si vous voyez un changement de ton, ben, c'est que soit les Penguins ont marqué ou soit c'est l'inverse. Donc, Tu pourrais gagner, par contre, Lafrenière. ouais, C'est bien. Ouais, écoute, ça pourrait être très bien. Je pourrais gagner Alexis Lafrenière. Et imagine si en Formule 1, il y avait ce genre de repêchage. Tu obtiens le pilote qui s'est le plus démarqué. Donc, on s'entend que s'il y avait une loterie, ben, ce serait entre Williams, Alfa Romeo, puis probablement Haas. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. En Formule 1, malheureusement. Pour nos amis français qui nous écoutent, qui ont probablement aucune idée de quoi on parle en ce moment. Oui, on parle de hockey sur glace aussi. Donc, évidemment, comme on est au Québec, le hockey, c'est une grande passion pour nous. Alors, oh oui, et d'ailleurs, c'est presque passé proche de faire 1-1. Bon, assez parlé de hockey. On va parler de Formule 1, le vrai sujet du jour. Alors, le Grand Prix de Grande-Bretagne s'est disputé à Silverstone. Ce sera la première course de deux, puisque la semaine prochaine, ben en fait, cette fin de semaine, ce sera le Grand Prix du 70e anniversaire de la Formule 1, ou si vous voulez, Grande-Bretagne numéro 2. Alors, Grande-Bretagne numéro 1 s'est soldé avec une autre victoire de Lewis Hamilton, sa 7e victoire au Grand Prix de Grande-Bretagne, devant Max Verstappen, 2e. Charles Leclerc obtient un podium inusité pour Ferrari. Daniel Ricciardo finit 4e sur sa Renault. Lando Norris, 5e. Esteban Ocon sur l'autre Renault, 6e. Le Français Pierre Gasly termine 7e. Alexander Albon, 8e. Lance Stroll, 9e. Et Valtteri Bottas, 10e. Et si vous vous demandez où se trouve Valtteri Bottas, ben, il a terminé 11e à 3 dixièmes de la 10e place et de Sébastien Vettel. Pourquoi Valtteri Bottas a terminé 11e alors qu'il était 2e pendant 50 tours? C'est parce que, en fait, il a eu une crevaison au 50e tour, en fait, et il a été forcé de s'arrêter au puits, et ainsi il a chuté au classement. Au tour 51, Max Verstappen s'est arrêté, puis dans le dernier tour, Carlos Sainz a une crevaison, où heureusement, il n'était pas très loin de la ligne des puits, et drame ultime, Lewis Hamilton subit la même crevaison que Bottas et Sainz, c'est-à-dire le pneu avant gauche. Et dans ce fait, Hamilton a terminé la course avec 3 roues fonctionnelles. Donc c'est pour ça qu'il a terminé à 5.8 alors qu'il est 5.8 secondes de Verstappen alors qu'il était complètement dominant en fait. Donc ce qui explique aussi pourquoi, si on vous explique que ça s'est terminé à 5.8 secondes comparé à 30, ben c'est parce que Hamilton a une crevaison. Marc-André, qu'est-ce que tu as pensé de cet exploit d'Hamilton de terminer avec 3 roues, premièrement? C'était surprenant. Écoute, je pense qu'on voit rarement ça, surtout de nos jours. Là. On a déjà vu bien pire, mais disons qu'à l'ère moderne, on avait rarement vu ça. Même jamais, peut-être. Mais tu sais, Hamilton est un pilote exceptionnel, puis je pense qu'il nous l'a montré. Une chance, bien sûr, qu'il lui restait quelques virages à faire avant d'arriver à la ligne d'arrivée, mais on ne peut nier le fait que il est resté en piste, il a contrôlé sa voiture de magnifique façon pour notamment éviter les erreurs et ne pas se retrouver soit dans les graviers ou
hors de la piste dans le gazon. Résultat que Carlos Sainz a eu durant son tour vers le retour vers la ligne d'arrivée. Alors, je pense que on peut nier le grand talent de Hamilton, même à 3 roues. Ouais. Et puis, tu veux savoir quoi, Marc-André? Il est arrivé sur la droite du hangar à 3 roues, en fait, il a été calculé à 230 km/h. Et le dernier tour, qui était 1 minute 55, était plus rapide que je pense que c'était le tour de qualification de celui qui avait obtenu la pole position lors de la course de Porsche Supercoupe, ce qui est quand même impressionnant. Ce qui est complètement inusité, mais complètement impressionnant, en effet. Oh oui, oui, oui. Puis, c'est ça c'est ça. Et puis, juste pour compléter, ben, il y a eu Gilles Villeneuve qui a continué avec, je te dirais, 3 roues à Zandvoort je pense que c'était en 79, je crois. Il était rentré au puits à 3 roues avec, je pense, l'arrière complètement désossé. Il y a eu Michael Schumacher aussi qui est revenu au puits avec 3 roues lorsque tu avais regardé le Grand Prix justement de Belgique. Oui. C'est ça, donc il a été retourné à 3 roues, mais aucun des deux n'a complété en fait le Grand Prix avec 3 roues fonctionnant, donc chapeau à Hamilton. Mais c'est beau d'être admiratif là-dessus, mais il y a des sérieuses questions à se poser parce que dans le cas de Hamilton, de Bottas et de Sainz, c'est le même pneu, celui avant gauche. Donc, l'explication que Pirelli a donnée, en fait, c'est parce que, premièrement, les pilotes ont effectué leur course au complet avec le même train de pneus, donc c'est-à-dire... je te dirais les pneus durs. Je pense qu'ils sont arrêtés, je pense comment je te dirais ils ont fait un arrêt je pense sur la voiture de sécurité lorsqu'il y a eu l'accident de Kvyat. Ouais. Donc ce qui explique exact. C'est une première chose. La deuxième aussi c'est la force aussi de ces voitures parce que 2020, on a les voitures les plus rapides jamais vues en Formule 1. Donc, ce qui explique aussi peut-être que la force des pneus a causé un stress énorme sur le pneu avant gauche. Donc, ça, c'est une deuxième raison. Puis la troisième aussi, ben, peut-être que ça serait lié à un vibreur qui a été changé récemment en fait au virage Beckett. Alors toi, est-ce que tu penses que les conclusions faites par Pirelli sont justes, suffisantes pour toi pour être convaincu? Ouais, ben ça me semble très bon. Écoute, honnêtement, c'est rare qu'on voit les écuries y aller d'une stratégie aussi personnel. C'est rare. C'est habituellement les écuries écoutent énormément les précisions, je cherche un mot. Les prévisions, exact. Ouais. Les prévisions de Pirelli, je m'en excuse. Et puis, dans cette course, vraiment, les écuries ont fait un peu à leur tête, ont surévalué les pneus et justement la force des voitures et ça a mené à ce qu'on connaît, ce qui est bien pour le spectacle. Pour le reste, je pense que, et honnêtement, on se souviendra que ce qui est très inusité aussi dans cette histoire-là, c'est que Hamilton, habituellement, est le pilote qui craint le plus cette situation. On le voit rapidement. Habituellement, quand il reste 20 tours à une course, il va se plaindre à son écurie que ses pneus sont en mauvais état puis qu'on aurait dû prendre une stratégie autre. Et le karma, visiblement, l'a frappé en fin de semaine parce qu'il a été l'une des victimes des pneus Pirelli. Maintenant,
Est-ce qu'il va y avoir un changement lors du prochain Grand Prix? J'imagine que les écuries vont prendre un peu plus de précautions. Est-ce qu'on pourrait voir 2 arrêts lors du prochain Grand Prix? Peut-être. Mais c'est une course inusitée. Puis j'ai hâte de voir la prochaine course parce que ça va être un élément important dans la prochaine course. Puis on ne pourra pas non plus faire comme si ça n'a pas existé. Ouais, et juste préciser aussi que, bon, malgré tout cela, Pirelli va apporter des trains de pneus plus tendres que ce qu'on a vu en fin de semaine. Donc, les composés vont être totalement différents, vu que c'est un programme double. Puis, on veut épicer un peu plus ce deuxième Grand Prix, chose qui personnellement aurait dû être faite aussi pour le Grand Prix de Styrie, donc aka Autriche numéro 2. Donc c'est de voir exactement si les écuries vont justement prendre une stratégie à 2 arrêts pour éviter ce genre de problème. D'ailleurs, Pirelli a même annoncé qu'ils vont imposer des pressions minimales sur les pneus plus élevés pour faire en sorte justement qu'on évite ce genre de crevaison. Puis c'est pas la première fois que ça arrive à Silverstone. Je sais pas si tu te souviens, mais en fin de course en 2017, Ferrari, les 2 pilotes Ferrari ont subi des crevaisons aussi. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, je sais pas. Et en plus, c'était la première année sous la nouvelle génération de voitures, donc plus grosse, avec des pneus plus larges aussi. Puis, évidemment, il y a eu ce fameux Grand Prix de Grande-Bretagne 2013 où on a vu une panoplie de pilotes être frappés par des crevaisons. Hamilton en était une de ses victimes, mais évidemment la situation est totalement différente comparée à 2013. Et c'est quelque chose. Puis tu sais, justement, tu parlais de Hamilton. Je ne sais pas si tu te souviens, la saison dernière à Monaco, il avait, je pense, roulé 68 ou 69 tours avec le même train de pneus. Oui. Puis, je me souviens aussi d'une course, bon, c'est au Mexique, avec les pneus durs. Marcus Ericsson a fait presque l'entièreté du Grand Prix avec le même train de pneus. Donc, je pense qu'il a fait quoi, 69 ou 70 tours. Et la course était 71 tours, donc il y a ça, mais évidemment les pneus Pirelli ont changé au fil des années. Puis je pense aussi le fait que ce sont des pneus, si je me souviens bien, Pirelli a les mêmes composés de pneus utilisés en 2019 aussi, fait en sorte que ça donne beaucoup plus de stress sur le pneu. Puis je te dirais, j'espère ne pas voir la même situation dans le dernier virage à Portimao parce que ça va être catastrophique. Je sais pas si tu te souviens du tracé en fait là, la dernière courbe. Ça va créer un énorme souci pour Pirelli. Donc, et en plus, c'est un circuit que personne ne connaît. Ben, personne, je veux dire. Avec ce genre de Formule 1, ça va peut-être forcer Pirelli à revoir un peu les pressions minimales pour les prochaines courses. Surtout que ça va être... Bon, c'est vrai que ça va être dans l'automne, la course au Portugal, mais les températures sont relativement correctes pour tenir un Grand Prix de Formule 1. Donc, c'est ça qui va être intéressant à voir. Oui, vas-y. Je trouve que on met un peu trop de... on met trop nos énergies à toujours critiquer Pirelli. Moi, je trouve que Pirelli a le dos large en ce moment, alors que, justement, les écuries ont peut-être pris des décisions trop hâtives, qui ont décidé d'y aller de trop de tours avec le même pneu. Et en plus, on se souviendra que le Kvyat avait eu un problème et ça avait causé justement quelques débris sur la piste. Et Christian Horner mentionnait après le Grand Prix qu'il avait justement trouvé à peu près 50 coupures quand même sur le pneu de Verstappen, ce qui est quand même énorme. Donc, on peut imaginer que, et on va sûrement en reparler de l'arrêt de Verstappen, mais on peut imaginer que ça aurait pu arriver aussi à plusieurs autres pilotes.
Alors, moi, je pense qu'il y a une responsabilité qui doit être faite du côté de la stratégie de chacune des écuries, autant celle qui n'a pas eu de crevaison que celles qui ont eu des crevaisons. Ouais, et justement dans tout ça, Pirelli, dans la foulée de tout cela, a annulé le test de pneus expérimentaux qui devaient être testés lors des essais libres de cette fin de semaine dans le Grand Prix du 70e anniversaire. Donc, ça va être une meilleure occasion pour voir qu'est-ce qui se passe avec les nouvelles, justement, recommandations concernant les pressions minimum effectuées par Pirelli. Donc, ça va être très intéressant à voir. Et justement, amener un point sur l'arrêt de Verstappen. Moi, je pense que, bon, je l'ai tweeté sous le coup de l'émotion là quand j'ai dit que Red Bull a pris un gros L pour avoir fait rentrer Verstappen au puits. Mais je pense qu'ils ont joué de prudence aussi, puis je pense qu'ils ne savaient pas que Hamilton allait subir le même ennui, en fait. Mais, donc, ouais, ça va être un peu ma crise, là, mais je ne comprends pas les gens qui critiquent la décision, ou du moins qui critiquaient, parce que je sais que tu as changé de ton opinion un peu. Ouais. Écoute, Red Bull n'avait pas de petites boules de cristal pour savoir qu'Hamilton allait avoir le même problème que Bottas. Et la vision de Red Bull était d'aller chercher un point sûr, un point additionnel qui était assuré d'avoir. Mm-hmm. Alors que les 4 points de plus que Verstappen aurait pu avoir si il était resté en piste, peut-être que Hamilton n'aurait jamais eu de problème et qu'aujourd'hui, Verstappen aurait terminé deuxième à 30 secondes de Hamilton ou, non, il aurait battu Hamilton, ou tout simplement, il aurait été derrière Hamilton en raison du non-problème de Hamilton. Donc, j'ai hâte de voir comment Red Bull va... parce que je sais ils sont très à l'aise avec leur décision et moi, je suis complètement de leur côté. Je pense que la meilleure décision, c'était d'aller chercher le point additionnel qui était sûr. Il n'y avait pas aucune chance que Verstappen n'ait pas le point. Ouais, c'est vrai. Et en plus, il l'a eu, hein. Il a terminé avec 19 points. Et tu sais quoi? Il a atteint le plateau des 1000 points. Oui. À jeune âge. Imagine avoir 1000 points. Bon, c'est sûr que le barème de points a changé parce qu'il a été introduit il y a 10 ans, mais c'est quand même une stat très impressionnante et on voit que Verstappen est maintenant un pilote plus constant, fait moins d'erreurs en course, je veux dire, là. Mais, depuis maintenant à peu près 2 ans, quand même. Exact, ça passe vite, là. Depuis 2 ans, tu t'imagines, depuis 2 ans, là. Puis les gens trouvent quand même un peu de quoi critiquer Verstappen pour ses accidents et tout, là. Hashtag Crashtappen. Justement, à ce sujet, on se souviendra qu'il y a 2 ans, un certain Jacques Villeneuve martelait à quel point Verstappen n'était pas mature, qu'il n'avait pas de raison qu'il soit dans une monoplace, qui était même un pilote dangereux. Imagine aujourd'hui, hein. Ouais, Jacques, accepterais-tu de te... je suis sûr qu'il s'est rétracté. Oui, il a dit à plusieurs reprises qu'il s'était un peu trompé. Ouais, exact. On se trompe tous. Et si quelqu'un s'est probablement trompé, en fait, c'est Daniel Kvyat. Alors qu'on reste dans le vif du sujet des crevaisons, en fait, le pauvre Daniel Kvyat a une crevaison épouvantable entre Beckett et AB et a tapé solidement le mur. Heureusement, il s'en est bien sorti, mais c'est une crevaison au pneu arrière droite qui a mis face à sa journée. Il aurait pu aller marquer des points aussi. Donc, c'est vraiment dommage pour le Russe qui, lui, en fait, blâmait. Il mettait la faute sur la sienne, mais au final, ce n'était pas le cas. Non, exactement. Je pense que
à première vue, il était frustré. On l'a vu, il a frappé pas le caméraman, mais la caméra du caméraman, Ouais. parce qu'il était fâché contre sa performance. Mais après coup, on a vu à la télévision internationale que c'était justement un bris au niveau de sa roue et une crevaison. Alors, il n'y pouvait rien. Maintenant, c'est sûr que c'est décevant parce qu'il connaissait quand même une belle course. Il avait justement une possibilité d'aller chercher des points qui sont toujours importants pour AlphaTauri, qui euh, tire un peu de la patte malgré leur avancement. J'ai l'impression que la voiture a connu quand même un peu d'amélioration entre la saison dernière et cette année, mais on dirait qu'il y a encore quelque chose qui fait en sorte que AlphaTauri connaisse un peu de difficulté, mais ça aurait été des points quand même importants. Et malheureusement, ça s'est terminé dans le muret. Ouais, et quel dommage aussi. Mais on reparlera de son coéquipier un peu plus tard parce que si ça a été un peu dur et malchanceux pour Kvyat, ben ça a été l'inverse pour son coéquipier Pierre Gasly, mais on en reparlera un peu plus tard dans cet épisode. Et tu sais qu'est-ce qui est de retour, Marc-André? La performance du jour. Non, non, non. En fait, c'est le retour du segment For Ferrari's Sake. Ah, Oui. ce fameux segment. Ouais, ouais. Je m'attendais pas à ce que ça devienne une habitude, mais le fait que Ferrari se dégonfle autant que le Canadien de Montréal en ce moment, parce que Marc-André, c'est 2-1 pour Pittsburgh. Ouf. Ouais, 2 buts en 60 secondes. Donc, Ferrari, c'est autant dégonflé, excusez-moi le jeu de mots, que le Canadien de Montréal. Bon, sauf pour Charles Leclerc qui, d'après moi, a réalisé sa deuxième meilleure performance de la saison. La première étant évidemment lors de ce Grand Prix d'Autriche où il a obtenu cette belle deuxième place avec une charge incroyable. Toi, Marc-André, qu'est-ce que tu as pensé de Charles Leclerc en fin de semaine? Je pense qu'il nous prouve encore une fois son talent exceptionnel. Honnêtement, il faut du talent pour réussir à aller sur le podium avec cette voiture. Oui, il y a un peu de chance, on va se le dire. Bon, Bottas a connu une crevaison, Sainz a connu une crevaison, mais tout de même, euh, ses capacités font en sorte que même si sa monture n'est pas au niveau qu'elle devrait être, il réussit tout de même à empocher des points importants et d'aller sur le podium. C'est quand même la deuxième fois et c'est une voiture qui est pitoyable. C'est pas pour rien qu'on a ce segment podcast après podcast parce que justement c'est une voiture qui est complètement ratée, qu'on ne reconnaît pas et Charles Leclerc réussit quand même à faire des résultats surprenants à chaque fois et ça pourrait même être lui, notre pilote surprise. Ouais, ben oui, ça peut être dans les circonstances, ça pourrait être un pilote surprise. Exact. Parce que moi, personnellement, il a été excellent tout au long de la fin de semaine. C'est vrai que Ferrari a dû sacrifier un peu de vitesse pour ajouter un peu d'appui aérodynamique pour être au final excellent sur les tours rapides, mais en course, ça a été extrêmement difficile. Mais j'ai trouvé que Leclerc, dans les circonstances, a été très, très bon. Et pourtant, moi, je voyais la McLaren comme étant la menace, la grande menace de Ferrari en fin de semaine. Et si on exclut l'autre, un peu de respect, Abdou, si on exclut Sébastien Vettel, dont on va reparler après, les McLaren n'ont jamais été en mesure de se rapprocher de Charles Leclerc. Donc, Leclerc a fait très bien son travail. Oui, puis dans les circonstances, je vais vous amener peut-être un petit peu plus loin dans l'année, mais ce qui arrive, ce sont 3 Grands Prix en Italie. Et si Charles Leclerc peut sortir un petit lapin de son chapeau de ce niveau-là sur un des Grands Prix en Italie, ça pourrait être très payant pour la Ferrari. On se souviendra que la pression va être forte, la voiture n'est pas ce qu'elle devrait être et des bons résultats pour
Leclerc pourrait être très favorable pour Ferrari sur leur terrain. Alors, c'est certain que c'est encourageant de voir que Leclerc réussit des performances comme il fait et même de s'éloigner d'une menace certaine en la McLaren. C'est vrai. Et puis, tu parles des 3 courses en Italie. Une chance que le Grand Prix d'Italie à Monza est à huis clos parce que imagine si quelque chose devait arriver, comme ce qui s'est passé avec Gerhard Berger lorsqu'il a fait tête à queue sur le tour de chauffe lors du Grand Prix de Saint-Marin. Là. Il s'est fait huer, le pauvre Berger. Donc, si jamais quelque chose devait arriver à un des 2 pilotes, ça n'aurait pas été drôle s'il y avait des fans, mais heureusement, ce ne sera pas le cas. Bon, je ne sais pas s'il y en aura à Imola, mais raison de plus pour amener un certain vent d'optimisme pour Ferrari si jamais Leclerc devait sortir des performances assez aussi impressionnantes que en Autriche et à Silverstone Number 1. Par contre, mein Gott, Sebastian, was ist los bei Vettel? Excusez mon allemand. Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il chez Vettel? Parce qu'il faut expliquer, il a perdu du temps de roulage, en fait, à cause de 2 problèmes. Un problème de refroidisseur, puis une pédale vraiment loose. Donc, il a perdu du temps de qualité vendredi. Samedi, ça a été horrible. Qualifié 10e, puis en course, encore là, je te dirais, très chanceux d'avoir marqué 1 point parce que il n'aurait même pas pu. Si n'eût été des 2 crevaisons à Sainz et à Bottas, ben Vettel aurait fini à la limite 11e ou 12e. Tu imagines? Mm-hmm. Et vous connaissez mes positions assez tranchantes sur le sujet de Vettel. Et aujourd'hui, je vais faire l'avocat du diable. Oh! Sa voiture est tout simplement exécrable. Honnêtement, je suis triste en ce moment pour Vettel parce que il voit que la voiture de Charles Leclerc semble quand même tenir la route, malgré tous les problèmes qu'on y connaît et qu'on peut relater et même énumérer. Ce n'est pas pour rien que Charles Leclerc réussit à terminer, même s'il a un grand talent, à terminer en meilleure position. Il connaît moins de problèmes. Oui, bon, vous allez me dire que, par exemple, les roues bloquées, le pilote a un grand impact sur ça, mais ça reste que il y a peut-être un problème de frein, il y a quelque chose avec cette voiture-là qui rend la conduite de Vettel énormément difficile. Et pour une dernière année chez Ferrari, c'est vraiment dommage pour lui parce que il ne peut pas en profiter. Et là, il est sur la pression énorme, même si, en théorie, il a terminé cette année-là en beauté, je pense. Mais écoute, c'est certain que on voit que Vettel n'est pas à l'aise, il perd de la confiance et ça ne fera pas, ça va seulement s'empirer, selon moi. Alors, c'est malheureux pour Vettel. Je pense qu'il n'est pas encore très près d'une bonne performance, malheureusement. Hey, écoute, et tu sais et en plus, il y a sur une publication Instagram aussi, il y a une publication où on voit son ingénieur de piste et Mattia Binotto parler à Vettel pour essayer de l'encourager, mais Vettel est resté silencieux pendant quelques secondes au point où Riccardo Adami, son ingénieur de piste, lui dit radio check pour dire est-ce que le message a été capté. Donc le silence en disait long là sur le comportement, la réaction de Vettel en fait face à son Grand Prix et à tout ce qui se passe parce que imagine, il a 2 10e places, puis je pense qu'il avait fini 6e en Hongrie, mais encore là, c'est une 6e place qui a été sauvée obtenue grâce à sa stratégie lors des conditions changeantes. Donc,
tu vois que Vettel essaye de faire tout ce qu'il peut, mais à chaque fois, il se bute à des problèmes. Je parlais justement du problème de refroidisseur. Lorsqu'il était en piste, c'était des problèmes de pédale lousse. Et il a même dit justement dans cette même publication Instagram dont je vais mettre le lien sur notre site bulletinf1.com, il parle aussi que la voiture était quasiment la même en qualification, alors que j'en avais parlé. La voiture est très rapide sur un tour lancé sur ce circuit, et en course, c'est totalement différent. Dans le cas de Vettel, c'était dans les deux cas. C'était dans les deux situations. Donc, il y a un problème majeur avec la SF1000, et je me demande même, on va pas lancer des théories sur le complot, j'en ai déjà assez là, mais est-ce que c'est pas à savoir si Vettel a encore la version inaugurale de la SF1000? Ce serait pas étonnant. Ce serait pas étonnant en voyant la différence quand même entre ces deux voitures-là, qui est dans les circonstances assez voyante. La différence est, on l'aperçoit, peut-être pas on la voit, parce qu'on la voit, c'est un peu fort. On l'aperçoit. Ouais. Est-ce que c'est vraiment le cas? J'espère que non, parce que je pense que ça n'aide pas Ferrari de ne pas mettre deux voitures évoluées sur la piste, selon moi. Ouais, et c'est ça. Si tu veux au moins gagner du terrain pour finir troisième, sachant que McLaren, Racing Point, temporairement évidemment dans le cas où la voiture est légale, et Renault font très bien, ben là Ferrari est dans le trouble. Il faut que tu aies tes deux voitures qui soient capables de rivaliser, et là ça va être, c'est déjà la catastrophe en Italie, mais donc imagine rendu au Grand Prix d'Italie le mois prochain, ça arrive vite là, donc il va falloir que Ferrari soit en mesure de fournir deux voitures capables d'aller chercher de gros points. Parce que ça me surprendrait bien gros, à moins d'un revirement de situation, que la Scuderia Ferrari soit une écurie en 2020 qui est capable de rivaliser face à Mercedes. Ça, c'est clair. Alors, on va parler de Racing Point parce que la vie, on n'a pas vu la vie en rouge chez l'écurie basée de l'autre côté de Silverstone, en fait de l'autre côté de la barrière à Silverstone. D'abord, il faut préciser qu'il n'y avait pas de Sergio Pérez, je pense que vous le savez. Le Mexicain a été testé positif à la COVID-19, donc il est mis en quarantaine pour, je pense, une période de 10 jours, et ça tombait même au jour où les mesures de quarantaine obligatoires ont été modifiées sont passées de 7 à 10 jours, donc on ne sait pas encore s'il sera présent lors du Grand Prix du 70e anniversaire à Silverstone. Et évidemment, on lui souhaite un prompt rétablissement à Checo. Et celui qui l'a remplacé, c'est nul autre que Nico Hülkenberg, qui a bien fait... Remplacer, c'est un grand mot quand même. Ouais, remplacer, c'est un grand mot parce que malgré 24 heures de folie où il a appelé Otmar Szafnauer, le directeur sportif de Racing Point, pour lui dire « Écoutez, je suis disponible », c'était la seule solution possible puisque Stoffel Vandoorne est à Berlin pour 6 courses de folie en Formule E. Esteban Gutiérrez, qui est le pilote de réserve chez Mercedes, n'a pas de super licence, donc qu'est-ce qui restait? C'est Hülkenberg, puis en plus il a couru avec l'écurie jusqu'en 2016. Et il s'est relativement bien débrouillé lors des essais et des qualifs, mais malheureusement n'a pas pris part à la course parce qu'il y avait une vis dans l'embrayage. Donc, pour enlever tout ça, il fallait enlever toutes les parties importantes de la voiture, donc il ne pouvait pas participer. Et je pense que toute la communauté F1 encore... et c'est ça que j'ai un peu du mal à comprendre aussi. J'aime bien Nico Hülkenberg, ça il faut pas le dire, mais moi ce qui me dérange en fait, c'est tout ce vent de sympathie. Je comprends qu'il n'a pas de podium, mais je tiens à le rappeler, je l'ai dit à maintes fois, lorsqu'il était en position de podium, il a tout ruiné par sa faute. Bon, il y a eu quelques problèmes
il y a eu quelques problèmes aussi, mais la plupart du temps, c'était des problèmes liés au pilotage. Donc, je comprends la sympathie. J'ai eu mal aussi pour lui. Donc, mais c'est juste qu'il faudrait qu'on arrête de dire « Ah, je lui souhaite d'avoir un podium, qu'il soit là pour détruire Lance Stroll, qu'il lui a eu un podium chanceux. » Donc, bon, ça, c'était ma petite montée du lait du jour. Son talent est indéniable, ça c'est sûr, mais son mental, je pense qu'il n'est pas assez fort. Et les résultats, année après année, on les a vus. Comme tu l'as mentionné, à maintes reprises, il a eu la chance de faire un podium, il a eu la chance de mettre tout le crémage sur le gâteau, puis mettre la petite finition avec la cerise, et il ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, il est il est un peu malchanceux avec ce que je pourrais appeler une aiguille dans une botte de foin, là, avec cette vis dans l'embrayage. Et ça fait en sorte qu'il puisse même pas participer au Grand Prix malgré des essais vraiment concluants quand même, 9e. Et en qualification, c'était la 9e position exactement. Donc, dans les circonstances où ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas embarqué sur une voiture, il n'avait pas eu le temps non plus de faire de simulation, rien. C'est assez surprenant. Et tu vois dans ce temps-là à quel point Hülkenberg est un bon pilote. Oh oui, ça c'est clair. Puis si dans la situation où on ne permet pas à Perez de se présenter sur le circuit pour participer au Grand Prix du 70e anniversaire, ben Hülkenberg aura au moins une deuxième chance. Donc ça a été confirmé que Hülkenberg sera le remplaçant de Perez dans l'éventualité où ce dernier n'est pas prêt pour retourner en piste. Alors, je pense que ça va être une bonne deuxième chance parce que c'est vrai que c'est dommage, en quelque sorte, pour le grand Allemand de ne pas pouvoir prendre le départ de ce Grand Prix. Et en plus, pour moi, je pense que dans l'éventualité où il y aurait un volant qui se libérerait, ben, ces deux Grands Prix, surtout le deuxième, en fait, pourrait être un genre de modification dans le CV pour dire, bon, dans des circonstances exceptionnelles, ben, j'ai bien fait. Donc, au moins, s'il y a une écurie qui voudrait l'embaucher pour avancer, en fait, dans la hiérarchie, en fait, ben, il pourrait être un très, très bon candidat. De l'autre côté de son garage, ben, il y avait Lance Stroll, qui étonnamment a inscrit le meilleur temps de la séance des célèbres numéro 2, et ce qui est maintenant ma photo de couverture sur ma page Facebook personnelle. Je sais pas si tu l'as vu, Marc-André. Non, je l'ai pas vu. Non, mais tu vois, j'ai mis en fait le sous-titre. Moi, 2020 est une année assez weirdo. Lance Stroll, et là, t'as le top 3 avec Alex Albon puis Valtteri Bottas. Donc, non, et c'est pas pour nier, en fait, le talent de Stroll, mais c'est juste tellement bizarre de retrouver la Racing Point encore en tête. Bon, mais en course, c'était totalement différent, en fait. Oui, Stroll s'est qualifié 6e, ce qui est pas si pire, mais je pense que ça aurait été mieux. Il aurait pu être sur la deuxième ligne, mais en course, quel Grand Prix difficile. Il termine 9e, et encore là, il aurait pu être à l'extérieur des points d'UTT, justement, des dites crevaisons dont on a évoqué en début de podcast. Quelle catastrophe, quand même, en voyant la performance de la voiture qui était complètement différente. C'est frustrant aussi pour Stroll, probablement, parce que c'est décevant de voir une si belle performance arriver et finalement d'arriver le dimanche et la voiture est complètement différente. Elle ne t'offre pas la performance que tu voudrais. C'est décevant et assez frustrant maintenant. Je pense que c'est une mauvaise journée au bureau, puis il ne peut que voir le futur et aller vers le prochain Grand Prix et laisser un peu cette mauvaise performance derrière lui. Oui, et quand même, et il faut dire aussi que le rythme de course de la Racing Point n'était pas fameuse non plus. C'est parce que, tu vois, c'est ça, je pense que je l'avais remarqué aussi. On a vu un peu lors du Grand Prix de Styrie où les deux Racing Point, bon,
à part Perez qui a fait tout en son nécessaire pour aller rattraper Alex Albon en 4e place malgré le contact. Mais moi, je pense que si cette équipe veut devenir un prétendant au podium face à Red Bull, McLaren ou Ferrari, on va dire, la Racing Point doit avoir un meilleur rythme de course parce qu'on sait que cette voiture, elle est rapide. On l'a vu lors des qualifications à plusieurs reprises. OK, à part la Styrie, ça, c'était totalement différent, là. Mais la Racing Point, c'est bien beau de dire qu'elle a copié la Mercedes de l'année passée. Mais encore, il faut savoir bien la développer. Je vais te poser une question. Oui. Craint-elle un problème de fiabilité? C'est peut-être ça aussi, parce que on l'a vu aussi lors des premières courses que la Racing Point de Perez projetait de la fumée. Donc, c'était sûrement un surplus d'huile. Peut-être qu'il y a un problème de fiabilité apparent, comme on l'a vu lors des essais hivernaux avec Mercedes, l'écurie mère. Mais sans dire exact que c'est une explication qui est finale puis qu'on a la vérité entre nos mains, j'ai l'impression que c'est une hypothèse qui peut quand même être intéressante et même qui serait intéressante à développer parce que, écoute, même, on a vu que Mercedes, justement, l'écurie sœur, a eu des problèmes et eux ont l'argent, ont les moyens pour s'arranger que les problèmes ne paraissent pas trop et pour faire en sorte que la voiture reste celle qu'elle devrait être, alors que Racing Point ont peut-être pas les moyens de faire en sorte que les problèmes ne paraissent pas. Et en ce moment, peut-être que c'est un peu une explication qui me paraît quand même intéressante. Maintenant, j'ai hâte de voir comment la saison va évoluer pour eux parce que, justement, je pense que le prochain Grand Prix, on va peut-être avoir des conclusions parce que c'est le même circuit. Si jamais la Racing Point est aussi rapide, encore une fois, en essai et en qualification, même si les qualifications ont été un peu décevantes, je pense qu'on pourrait peut-être avoir une réponse, mais j'ai hâte de voir. Oui, et ce qu'on a hâte de voir aussi, c'est de savoir si... il y a eu l'audience au moment d'enregistrer l'épisode mercredi, à savoir si l'audience va être en faveur ou non de Racing Point, parce que on sait que Renault a encore lancé une protestation, une mise en demeure, une plainte. Ferrari s'est jointe à la voix de Renault, en fait. Donc, t'imagines Ferrari qui se joint à ça. C'est quand même une unité, mais en même temps... Après le Ferrari Gate, là... Ouais, après le Ferrari Gate, ce qui est assez surprenant avec leur histoire de moteur, c'est quand même intéressant. Moi, je me serais tenu quand même loin de toute cette histoire-là, mais bon, c'est entre leurs mains. C'est exactement. Et dans le cas de Racing Point, si elle est reconnue coupable d'infraction, Racing Point pourrait perdre les 3 derniers résultats, donc c'est-à-dire le Grand Prix de Styrie, d'Hongrie et de Grande-Bretagne. Donc, évidemment, on doit donner à Racing Point un délai pour modifier la pièce. Donc, c'est à voir. Puis ça va être probablement des semaines, des jours, on va dire, assez intéressantes à suivre, en fait, du côté de Paris, en fait, de la FIA. Donc, dans le cas de Racing Point, c'est une affaire à suivre. Parlons maintenant, on a parlé de Daniel Kvyat, le malchanceux dans cette crevaison. On va parler de son coéquipier Pierre Gasly qui a connu une excellente course. Il a fini 7e et je pense que c'est un pilote dont on n'a pas beaucoup parlé en fait parce que le Français qui en est à sa... on va dire, qui était de retour avec AlphaTauri / Toro Rosso depuis le Grand Prix de Belgique, nous sort des performances assez exceptionnelles depuis plusieurs courses. Évidemment, l'année dernière, il y a eu ce
ce podium inusité lors du Grand Prix de Brésil. Et là, présentement, Gasly est 12e au championnat des pilotes avec 12 points. Donc, sa 7e place est assez suffisante pour qu'il se rapproche du top 10. Mais vraiment, je pense que on a beaucoup parlé de Lando Norris. On vient de parler de Charles Leclerc. Mais s'il y a un pilote dont on devrait parler un peu plus, c'est Pierre Gasly. Je suis complètement d'accord avec ton affirmation. Gasly se sent bien dans sa voiture et ça paraît. On se souviendra à quel point il a connu des temps difficiles chez Red Bull. Pas à cause de son manque de talent. On voit qu'il a du talent, on voit ses capacités, mais il ne se sentait pas à l'aise dans sa voiture. Et présentement, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de prouver qu'il n'a pas, malgré l'épreuve quand même qu'il a dû affronter de son rejet un peu de chez Red Bull, il est en train de prouver que malgré cette épreuve, il est capable de rebondir et de revenir quand même à un niveau important et dans sa AlphaTauri, pardon. Et j'ai hâte de voir, est-ce qu'il y a une possibilité de peut-être un jour sortir de justement tout ce système de Red Bull et d'aller se faire des ailes ailleurs. Ça pourrait être intéressant pour lui. Mais on voit son talent maintenant. Est-ce qu'il y a un avenir ailleurs? Peut-être. Mais pour l'instant, je pense qu'il est heureux dans sa voiture. Il est heureux dans l'environnement de AlphaTauri et ça paraît dans ses performances. Oui, et puis en plus, tu vois, il nous a servi quand même un très beau dépassement sur Sébastien Vettel avant le virage de, je pense que c'était à Club, mais quand même, tu l'as dit, il est plus en confiance. Puis en plus de cela, bon, il a un nouveau groupe propulseur une nouvelle boîte de vitesse aussi parce que la sienne avait fait des siennes en Hongrie. Donc ça lui a donné un peu plus de chance. Puis imagine, bon, avec si Daniel Kvyat n'avait pas eu cet accident-là, les deux AlphaTauri seraient dans les points. Donc on voit que même si la AlphaTauri, comparée à l'année dernière, n'offre pas le même niveau de performance. On voit que les pilotes font le travail. Puis Pierre Gasly en premier, je trouve. Parce que oui, il a terminé le Grand Prix d'Autriche à la 7e place avec tout le drama qu'il y a eu en piste. La 15e place, bon, c'était quand même une performance différente, mais il s'est qualifié 7e sous la pluie. Il s'est même rendu en Q3 avec malgré des ennuis. Donc, il n'y a pas à dire. Moi, je trouve que Gasly mérite des éloges malgré tout, malgré une voiture qui n'est pas, comme je l'ai dit, au même niveau que sa prédécesseur. Oui, puis je pense que le moteur Honda, justement, est peut-être pas encore au niveau qu'il souhaiterait. Et ça paraît un peu, mais j'ai l'impression que Pierre Gasly, malgré tout, fait un peu comme Charles Leclerc, justement, offre des meilleures performances que ce que la voiture peut offrir. Et ça fait en sorte que, justement, il termine 7e en ce moment sur un circuit qui est assez rapide quand même. Le Silverstone, c'est pas l'Hongrie. Alors, de voir que le moteur Honda est capable de suivre un peu les performances que Gasly peut offrir, je trouve ça assez intéressant aussi pour le potentiel durant la saison, qui est voyant quand même. Et à l'inverse aussi, bon, celui qui l'a remplacé chez Red Bull, Alex Albon, connaît des difficultés, malgré le fait qu'il il a marqué des points, il a connu une fin de course, mais... très chanceux. Il a été très chanceux, si on peut dire, malgré un accrochage avec Kevin Magnussen, une élimination en Q2. Moi, je te dirais quand même que... Je sais pas. Je vais lancer ça comme ça. Je pense que Red Bull est en train d'envoyer ses pilotes un peu trop tôt dans l'écurie, dans le grand club. Comprends-moi bien. Je pense que, bon, je l'ai jamais dit, mais je l'ai toujours pensé. Quand Sébastien Vettel a quitté Red Bull pour aller chez Ferrari, en 2004, en 2015, mais en 2014, quand il a annoncé la nouvelle, t'avais
Daniel Kvyat qui en était à sa première année en Formule 1 et un certain Jean-Éric Vergne qui pour moi était le candidat parfait parce qu'il a passé 2012, 2013, 2014, 3 saisons complètes avec Red Bull. Il a été totalement snobé pour que Fiat soit promu malgré une bonne première saison. C'est la même chose avec Max Verstappen. Bon, on sait que ça a très bien fonctionné. Ça, c'est un exemple à part. C'est l'exception. C'est l'exception. Mais tu vois, Pierre Gasly aussi, il disputait sa première saison complète en Formule 1 et il a réussi à être excellent. Hein? On ne dira pas le contraire. Même si son coéquipier, c'était Brandon Hartley, qui a été, je pense, un des pilotes les plus malchanceux que j'ai vu dans ma carrière. Puis, c'est pas péjoratif, c'est parce qu'il y a eu des ennuis un peu partout. Mais je pense que Red Bull doit mieux encadrer ses pilotes. Je sais que c'est une écurie de pointe. Mais si tu es une écurie de pointe, va chercher un pilote qui va être capable de pousser tes jeux. Pas pousser, non, au contraire. Qui va être en mesure de faire développer tes jeunes pilotes. C'est comme ça que c'est grâce à Daniel Ricciardo que Max Verstappen est devenu le pilote qu'on connaît entre autres, parce que Ricciardo lui a été un genre de grand frère. Puis tu vois, bon, Verstappen et Gasly est plus vieux que Verstappen, mais a plus d'années en Formule 1. Donc je sais pas, j'ai comme l'impression que Red Bull est en train de promouvoir ses pilotes beaucoup trop vite. Puis c'est ça qu'on est en train de voir avec Alex Albon aussi. Le questionnement est intéressant. C'est vrai que on voit malheureusement une suite d'événements qui se ressemblent énormément. On voit qu'il y a un schéma qui est en train de se construire. Maintenant, on a vu aussi, Verstappen a été l'exception. J'irais même à dire que Ricciardo a été un peu l'exception lorsqu'il a pris les rênes de l'équipe, lorsque Vettel a quitté l'écurie. Maintenant, c'est vrai que on dirait que la filière de Red Bull est en manque d'un talent, pas d'un talent peu parce que Verstappen en est un, mais d'un talent inférieur à Verstappen, mais qui a de l'expérience. Ouais. C'est exactement ce qu'on voit en ce moment. Bon, Gasly qui est à sa première saison, qui a été pas à l'aise dans sa voiture, avec un peu de confiance qui a été énormément affectée. Ça a fait en sorte qu'il a été mis à la porte de la Red Bull pour s'en aller vers la Toro Rosso. Et maintenant, avec Albon, on a l'impression que c'est la même chose. Maintenant, pour Albon, j'ai l'impression qu'il a peut-être un support beaucoup plus grand que ce que Gasly a eu avec Christian Horner l'an dernier. On a vu que Christian Horner lançait des flèches souvent à Gasly en voulant dire qu'il n'était pas satisfait, alors que là, Christian Horner a défendu Albon en fin de semaine et l'a refait après le Grand Prix. Alors, j'ai l'impression que ça pourrait justement aider Albon à mieux se construire. Ouais. Mais ton questionnement est excellent. Je pense que c'est une piste qui est intéressante à suivre et à voir. Oh oui. Ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qui va s'en venir. Parce que la filière de Red Bull, malgré la jeunesse, c'est assez intéressant avec d'excellents pilotes qui s'en viennent, ou en tout cas, on prévoit avoir d'excellents pilotes. Alors, j'ai hâte de voir ce qui va s'en venir aussi pour Red Bull, parce que ça va être... Albon doit avoir de meilleures performances pour augmenter sa confiance, mais en même temps, il a l'air d'avoir encore un problème avec cette fameuse deuxième voiture qui n'est pas celle de Verstappen. C'est ça. Et juste pour te donner un autre exemple aussi, là, ce que j'ai trouvé un peu dur, c'est que, tu sais, Sébastien Vettel en 2008 a connu
une année remarquable avec Toro Rosso. On se souvient de sa victoire en Italie sous la pluie, qui est la seule victoire de Toro Rosso jusqu'à présent en Formule 1. Ses performances par la suite où il a enchaîné de bons résultats, entre autres sa 4e place dans ce fameux Grand Prix du Brésil 2008. Mais ensuite, on a vu un Vettel. Puis quand il est arrivé chez Red Bull, on a vu un Vettel brouillon. 2009 et 2010. On a vu un Vettel brouillon, mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Entre-temps, on a vu un Vettel plus calme, plus serein. Puis, devinez quoi? En 2010, malgré... je me souviens de Martin Whitmarsh, qui était dans le temps le directeur de McLaren, qui avait qualifié Vettel de crash kid, surtout après un accident qu'il a causé avec Jenson Button en Belgique. Depuis ça, c'est devenu le Vettel qu'on connaît, un quadruple champion du monde. Donc, si tu es capable de faire confiance à tes pilotes, peu importe le talent qu'il a, il faut que tu sois en mesure de l'aider. Bon, c'est vrai que dans certains cas, il y en a qui ne se sont pas aidés. Puis je lance des flèches à Scott Speed, entre autres, pour ce qui s'est passé en 2007. Mais, tu vois... Je pense que, même si c'était chez Toro Rosso, mais entre autres, il faut être en mesure, quand tu fais le saut vers une écurie de pointe comme Red Bull, de bien encadrer ton pilote. Parce que c'est sûr que là, tu as Max Verstappen, là je vois justement que Red Bull est en train de demander autant à Pierre Gasly qu'à Alex Albon d'offrir des performances presque du même niveau que Max Verstappen. Puis c'est pas ça qu'il faut. Il faut reconnaître que tes deux pilotes ne sont pas du même niveau que le numéro 33. Il faut qu'ils soient en mesure de suivre la cadence. C'est ce qu'on a vu là. C'est ce qu'on a vu dans les premières courses d'Albon avec Red Bull. Ouais. Mais c'est justement sur ce que tu apportes, je vais apporter un point. Je pense que Christian Horner, Helmut Marko et les dirigeants de Red Bull ont un peu compris avec Gasly que la pression avait été énorme et c'était une pression qui était pas nécessairement médiatisée, mais je pense qu'elle était énormément dans les paddocks et hors des caméras. Alors que, et en plus, justement, Christian Horner n'était peut-être pas la cause en ne protégeant pas énormément Gasly l'an dernier, alors qu'Albon, j'ai l'impression que il y a un certain niveau de compréhension que l'écurie a fait pour justement encadrer un peu mieux Albon. Bon, est-ce que les résultats sont concluants depuis le début de l'année? Non. Mais j'ai l'impression que ça pourrait faire des petits et que ça pourrait justement faire en sorte qu'Albon puisse prendre de l'expérience tout en étant et je pense tout en étant calme et patient. Je pense que c'est la patience, oui, de l'écurie, mais des fans et même de nous. Parce que Albon aurait pu faire ses années chez Toro Rosso. Les circonstances ont fait en sorte qu'il n'a pas eu le choix de monter chez Red Bull. Alors, moi, je ne vois pas, en tant que fan de Red Bull, je ne vois pas de problème à être patient avec un pilote et de lui donner l'expérience pour apprendre. Je pense que Albon est un excellent pilote. On a vu tout le talent qu'il pouvait avoir. Alors, s'il peut se développer tranquillement, sans trop de pression, sans dire qu'il doit absolument être comme Verstappen, alors qu'on voit que c'est pas le cas, je pense qu'il pourrait justement avoir de l'expérience, prendre cette expérience et en faire de résultats assez favorables pour le futur et arrêter de faire des changements aux 2 ou 3 ans. Là. C'est ça. Puis je prends l'exemple du hockey parce que c'est un exemple auquel on peut relater en fait. C'est que quand tu ou au soccer aussi là, quand tu amènes un jeune joueur dans le grand club, tu dois faire en sorte que tu dois bien le développer. Puis, je prends l'exemple, par exemple, du Canadien avec Jesperi Kotkaniemi. Ils l'ont amené... le Canadien l'a repêché. Puis tout de suite, il est venu avec le club.
Puis bon, ça a été des matchs d'apprentissage, mais quand il est retourné à Laval, qui est pour mes amis français, qui est un peu le club réserve du Canadien de Montréal, ben il a explosé. Donc quand il revient, bon, à part ce match-là où c'est 3-1 en passant, mais voilà, maintenant on voit qu'il est transformé. Donc c'est ça, il faut faire preuve de patience et être en même temps être indulgent, être patient, mais savoir livrer le message consciemment. Donc, c'est ça aussi que je veux voir chez Red Bull. Je sais que la pression est énorme parce que c'est une équipe qui investit beaucoup d'argent. Là, je parle de la marque Red Bull, mais il faut quand même être en mesure de respecter un peu le talent du pilote. Ne pas faire en sorte, bon, ok, il faut que tous ceux qui arrivent soient automatiquement quelqu'un qui doit être champion du monde dès sa première ou deuxième année. Là. On se calme un peu. Là. Complètement d'accord. Puis on peut prendre aussi l'exemple d'un Bottas qui n'accotera jamais le talent d'Hamilton, Ouais. mais la cohabitation se fait assez bien. C'est ça. Mais en même temps, oui. Bon, ok, Bottas a beaucoup plus d'expérience qu'Albon, vous allez me dire, mais justement, il y a une façon de faire en sorte qu'Albon prenne de l'expérience tout en étant un pilote chez Red Bull et en mettant justement cette expérience-là à profit dans quelques années et d'en faire profiter même à toute l'écurie et à l'écurie sœur, même Toro Rosso, parce que les jeunes vont s'en venir un jour. Puis si Albon n'est pas au niveau que Red Bull veut dans 2-3 ans, ça va faire la même chose. C'est ça. Ils vont devoir dire, et Albon, ça a été un échec, on va devoir le remplacer par l'un des bons prospects, l'un des bons espoirs chez Red Bull, c'est Louis Deletraz, qui est en ce moment en F2, F3. Donc, c'est ça. Donc, si jamais ça fait la même chose, on va en parler encore dans 2-3 ans, puis on va avoir la même discussion. Donc, je pense qu'on doit être patient avec Albon et lui offrir justement le temps de se développer. C'est ça. On va passer à notre dernier sujet avant qu'il ne soit fucking trop tard for fuck's sake. Je sais pas si vous avez compris la référence, mais on va parler de l'auteur de ces phrases, Kimi Räikkönen. Oh my God, quelle saison compliquée pour le Finlandais. Là. Oh! On en rit, mais c'est pas si drôle quand même. Ce n'est pas si drôle. Puis tu sais, je pense, si je me trompe pas, c'est la première fois où Räikkönen débute la saison avec aucun point en 4 courses. Parce que je me souviens, sa première saison en Formule 1, en fait, dès le Grand Prix d'Australie, quand il était avec Sauber, il avait terminé 6e. Puis ensuite, les 3 courses suivantes, c'était des abandons de type mécanique. Cette année, avec la Alfa Romeo, on sait que la voiture est très mauvaise. Ça, il ne faut pas s'en cacher. Mais je sais pas, c'est comme si Räikkönen, c'est vrai qu'il n'est pas habitué à conduire ces genres de voitures, surtout pour un pilote expérimenté, mais la voiture, elle manque quelque chose. Mais Räikkönen, je sais pas, c'est comme si, bon, on sait qu'il n'est plus l'ombre de lui-même, mais quand même. Est-ce qu'on pourrait parler de l'année de trop? C'est une question qui est bonne à se poser quand même. En début d'année, je t'aurais répondu que non. Présentement, avec les performances qu'il nous offre, c'est malheureux à dire, mais est-ce qu'il va terminer sa carrière sur une saison si catastrophique? Va-t-il vouloir revenir l'an prochain après une année aussi catastrophique? Toutes ces questions sont assez intéressantes à se poser parce que présentement, c'est vraiment dur pour Räikkönen, c'est dur pour l'écurie avec un moteur qui visiblement est très, très affecté. On a vu les résultats très, très difficiles du moteur Ferrari lors du Grand Prix d'Autriche, avec la différence de vitesse qu'on a pu apercevoir. Mais
Écoute, Raikkonen, on voit que, justement, comme tu l'as dit, ce n'est plus l'ombre de lui-même, mais en même temps, je serais triste qu'il termine sa carrière de cette façon-là. Mais il faut se questionner à savoir s'il va revenir. Parce qu'on s'entend que les écuries vont devoir garder le même châssis pour l'année prochaine. Donc, si on sait qu'il y aura très très peu de développement, ben, je ne sais pas si Raikkonen va vouloir rester une saison de plus. Parce que si c'est pour finir 15e, 17e, se faire dépasser par une Williams, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va l'intéresser s'il n'y a pas de progression? Parce que, tu sais, l'année dernière, quand il a commencé, les résultats étaient là. Au moins, il marquait des points constamment, malgré une baisse de régime en fin de saison. Mais là, cette année, bon, à part l'abandon causé par son écurie lors du Grand Prix d'Autriche, 11e en Styrie, ce qui était pas mal, au moins 15e en Hongrie, puis presque, et même dernier, bon, c'est sûr qu'il y a eu une casse de son aileron avant, mais quand même, je suis très déçu du rendement de... Je suis très déçu du rendement de Raikkonen. Bon, et de Giovinazzi aussi, là, si on veut dire, là, malgré qu'il ait marqué les points d'Alfa Romeo, les seuls points jusqu'à présent avec une 9e place. Mais moi, j'ai vraiment peur. Puis c'est pas pour dire que il va prendre sa retraite. J'ai une crainte que ce soit la dernière année de Raikkonen en Formule 1. Moi aussi, puis c'est malheureux parce qu'en théorie, moi je le voyais poursuivre au moins pour cette année. Et pour l'an prochain, désolé, mais là, c'est vraiment nos craintes sont bonnes à avoir parce que bon, on sait à quel point c'est une passion pour lui. S'il est encore là, c'est parce qu'il est passionné, il veut courir. Est-ce que sa passion va être assez forte pour connaître 2 saisons identiques? Puis c'est des saisons qui sont assez difficiles. J'ai hâte de voir, mais en même temps, je pense qu'il apporte encore une belle expérience à l'écurie. Et s'il y a peut-être une chance chez Alfa Romeo de le garder, c'est de lui dire, regardez, on va t'amener un autre pilote l'an prochain, un jeune pilote peut-être qui va provenir de la Formule 2, et tu pourrais peut-être l'entraîner, être son mentor. Et je pense que d'un côté, Raikkonen aime ce côté j'allais dire de papa, mais plus d'expérimenter, qui aime lancer son expérience à un autre pilote, et c'est peut-être quelque chose qui pourrait l'intéresser malgré les mauvaises performances de la voiture. Peut-être. Mais la saison n'est pas terminée aussi. C'est ça. On a 13 courses confirmées pour l'instant. On va être à la 5e, là, donc il y a encore du temps pour voir si... C'est inquiétant, effectivement. C'est ça. On a amplement le temps. On a jusqu'en décembre maximum, là, si tout va bien, pour voir s'il y aura une amélioration de la Alfa Romeo, la C39. Alors... Et juste avant de terminer, en fait, un petit point, en fait, c'est que concernant l'audience Racing Point Renault, ben, le verdict a été reporté, en fait. Donc, on n'aura pas la décision avant un bon bout de temps, en fait. On va avoir une autre demande de Renault la semaine prochaine, malgré tout. Ouais. Ben, un autre retweet, tu devrais dire. Ouais, exact. Alors, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin F1. En passant, pour ceux que ça intéresse, c'est 3-2 pour les Pingouins, le Canadien marqué. Donc,
Si vous écoutez cet épisode au moment de la diffusion, c'est 3-2 pour le Canadien de Montréal. Bref, on arrêtera de parler de hockey de toute façon parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Mais la semaine prochaine, on va être là. Ça va être le Grand Prix du 70e anniversaire de la Formule 1. Mais mieux que ça, ça va être l'épisode numéro 50 du Bulletin F1. Donc, ça va être une bonne occasion de célébrer les 70 ans de la Formule 1 et notre 50e épisode de cette balado. D'ailleurs, si vous voulez écouter les 49 autres, si vous avez le temps, vous pouvez le faire sur notre site bulletinf1.com où on va justement avoir des chroniques, des avant-courses. Et on a changé en fait notre façon de faire. C'est fini les bulletins de notes. On va voir le top et les contre-performances après chaque Grand Prix. Puis si vous voulez écouter les podcasts, c'est sur bulletinf1.com ainsi que sur vos plateformes de podcasts préférées. Donc si vous avez aimé ça, vous pouvez nous laisser des commentaires, laisser aussi des critiques constructives pour qu'on puisse s'améliorer. Et vous pouvez le faire entre autres sur facebook.com/bulletin F1, sur twitter.com @lebulletin F1 en un seul mot, et même sur Instagram @lebulletin F1 aussi. Alors, Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi encore une fois. Puis, oh oui, ça fait grandement plaisir. Puis, je tiens à le rappeler aussi, si vous voulez faire un don à la Croix-Rouge libanaise pour supporter les victimes de cette terrible explosion, on va mettre le lien sur notre site Bulletin F1 et ainsi que sur nos réseaux sociaux pour que vous puissiez faire un don à la Croix-Rouge libanaise. Sur ce, je m'appelle Abdou Sall. Merci beaucoup d'avoir été là. On continue toujours de rouler avec le Bulletin F1. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le 50e épisode du Bulletin F1.